Bonjour et bienvenue sur le pod. Pendant une petite demi-heure, nous allons échanger sur les problématiques de nos métiers en tant que community manager et social media manager. Notre objectif, partager ensemble nos réflexions sur un sujet, nos avis et nos pratiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de piratage sur les réseaux sociaux. Comment pouvons-nous nous faire pirater et quelles sont les attaques les plus fréquentes ? Et qu'est-ce que cela implique pour notre travail en tant que social media manager ? Un dernier mot, si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année avec un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen et bonne année à toutes et tous. Et bonne année à toi. T'as passé de bonnes fêtes de fin d'année ? Toujours, comme toutes les fêtes de fin d'année. Je suis prêt pour repartir sur une nouvelle année et 2025 devrait être vraiment très intéressant. Eh bien, l'avenir nous le dira, comme on dit. Voilà. Alors, pour ce 43e épisode du pod et pour ce premier de l'année, nous allons parler d'un sujet qui donne des sueurs froides à certains, mais qui est néanmoins important et qu'on a souvent tendance à mettre sous le tapis jusqu'au moment de la catastrophe. Il s'agit bien sûr du piratage de comptes sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir ensemble un petit peu les risques, les conséquences et puis plein d'autres choses que tu vas nous dévoiler. Ouais, avec plaisir. C'est parti ? Allez, c'est parti. Et bien alors déjà, comme habituellement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de quoi on parle exactement aujourd'hui, quand je parle de piratage sur les comptes sociaux ? Alors, en réalité, piratage, c'est presque pas le bon terme qu'il faudra utiliser parce que c'est un terme qui est un peu mal connoté. Il faudrait plutôt parler d'actes malveillants ou même cyber-malveillants. C'est le terme beaucoup plus technique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va se retrouver avec des comptes sur les réseaux sociaux, avec des accès compromis, on va perdre l'accès à sa page, à son profil, à son compte Instagram, etc. Bref, tout ce qui peut, d'une certaine manière, avoir des conséquences plutôt négatives sur son activité en ligne lorsqu'on gère des réseaux sociaux. Voilà, et on en parle parce qu'en fait, mine de rien, c'est un sujet qui est un peu en augmentation. C'est pas forcément facile à aborder parce que c'est un peu anxiogène. Souvent, en plus, on a plutôt tendance à se dire qu'on n'en parle pas jusqu'au jour où ça nous arrive. Donc, on se rend compte que quand ça nous arrive, c'est un peu trop tard parfois. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt essayer de se déstresser avec ça, de libérer un peu la parole, de dire ce qui peut arriver, comment ça arrive et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. Voilà, il y a plein de choses. C'est pas très compliqué en soi sur les actions à mettre en œuvre pour se protéger. C'est pas l'objet de ce qu'on va se dire aujourd'hui. On pourra le détailler un peu plus tard, mais déjà aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on comprenne pourquoi en fait il faut pouvoir se protéger parce que ça a des conséquences quand même qui sont assez lourdes pour certaines entreprises. Oui, forcément. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager pour illustrer un peu justement l'augmentation, etc. Oui, alors j'en ai 3. D'abord, j'en ai un de 2024, donc l'année dernière, on vous mettra comme d'habitude les sources en ligne, mais a priori, les PME françaises subissaient en moyenne 14 cyberattaques par an. Alors, on parle de tout type d'attaques malveillantes. C'est pas que réseaux sociaux, mais déjà, quand même, ça veut quand même dire une chose, c'est qu'il y a à peu près au moins une par mois en moyenne. Oui. Ça reste une moyenne en plus. Donc, c'est quand même pas négligeable. J'ai, à côté de ça, les PME et les TPE françaises. Ça, c'est une étude qui a été menée par Cybermalveillance, qui est un dispositif mis en ligne par le gouvernement, qui montrait que 61% des TPE-PME françaises s'estimaient, elles, mal protégées sur le sujet. Donc, voilà, il y a une prise de conscience. D'un côté, il y a une augmentation des attaques, puis de l'autre côté, il y a une prise de conscience. Donc ça, c'est d'un point de vue général, tout type de support numérique. Et puis, si on regarde côté réseaux sociaux, j'en ai un troisième, un chiffre qui est intéressant. Alors, c'est un chiffre qui est plutôt américain, mais qui est quand même assez parlant pour comprendre l'ampleur du phénomène. C'est un article du Monde qui relaie que
le bureau du procureur de New York a enregistré un boom de plaintes en ligne pour des détournements de comptes Instagram et Facebook. Et du coup, enjoignait Meta de réagir, parce qu'il y avait un pic. Et ce pic, c'est quoi? C'est entre 2019 et 2024, on était à x10 en termes de demandes. Donc il faut s'imaginer que le procureur de New York, il est passé de 80 demandes en moyenne par an à 800. Et du coup, pour lui, c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Oui. Voilà, donc ça, c'est les chiffres qu'on observe. Et puis après, en fait, nous, c'est ce qu'on voit aussi au quotidien, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de boîtes qui ne sont pas nos clients et qui nous contactent en nous disant on a un problème avec nos réseaux, on n'y accède plus, on s'est fait pirater. Il y en a qui arrivent à le dire formellement, d'autres qui ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, on en parle régulièrement au sein de l'équipe, mais moi, entre 2023 et 2024, j'ai quasiment eu, je ne peux pas dire une demande par trimestre, mais pas loin. Oui. Donc voilà, c'est pas une étude scientifique, mais en tout cas, nous aussi, on le ressent de notre côté. Et tu parles principalement depuis tout à l'heure des TPE, PME, c'est les seules entreprises concernées par ce sujet? Non, alors en réalité, toutes les entreprises sont concernées parce qu'en fait, dans la majeure partie des cas, quand une entreprise est victime d'un acte malveillant, dans la majorité des cas, c'est pas une entreprise qui est visée plus qu'une autre. Il y a plutôt une recherche de vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on se fait attaquer, bien souvent, on ne peut pas généraliser, mais dans la majeure partie des cas, personne ne nous en veut directement. On ne cherche pas à récupérer l'accès à notre page Facebook ou notre compte LinkedIn. Ce n'est pas nous qui sommes visés, c'est plutôt la vulnérabilité, c'est-à-dire l'entreprise qui n'a pas mis en place des mesures adaptées pour se protéger. Et donc ça concerne finalement tout type d'entreprise, quelle que soit la taille. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que souvent, les premières victimes, ce sont des entreprises de taille modeste qui n'ont pas forcément de culture de la sécurité informatique. Et moi, j'ai regardé un peu les points communs dans les cas qu'on a eus à l'agence. Et en fait, j'ai observé plusieurs points communs. D'abord, il y a un premier point commun qui revient souvent dans les entreprises qui nous contactent et qui ont eu un problème. Ce sont des entreprises où il y a un turnover qui est très important, sur la partie réseaux sociaux notamment. Souvent, je leur pose la question, en 4 ans, combien de personnes ont été amenées à gérer vos réseaux sociaux? Et là, plus la réponse elle est élevée, et plus, effectivement, on observe qu'il y a des comportements à risque quand il y a un turnover. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un turnover qu'il y aura un problème de piratage, mais en tout cas, c'est un point commun qu'on a beaucoup. Le deuxième point commun que j'observe, c'est que dans certains cas, la gestion des réseaux sociaux a été confiée à des personnes avec peu d'expérience et sans encadrement. Parce qu'on peut tout à fait gérer les réseaux sociaux d'une entreprise sans peu d'expérience. D'ailleurs, on passe tous souvent par là. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas eu d'encadrement en plus. Donc, il n'y a pas eu une personne qui va aussi encadrer la personne qui sera en charge des réseaux sociaux pour lui expliquer les bonnes pratiques pour se protéger. Et puis l'autre cas aussi qu'on observe, ce sont les entreprises où beaucoup de personnes sont amenées à gérer les réseaux sociaux. Il y en a une qui va faire la modération, et puis après, de l'autre, les entreprises vont me dire on est 3-4 à gérer la page. Et là aussi, c'est un cas qu'on observe souvent. Une fois encore, ce n'est pas une généralité, mais souvent, quand il y a une problématique de ce côté-là, un de ces 3 critères va être amené à être observé. Donc en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est davantage plus un problème organisationnel que technique. Alors, pour se protéger, bien sûr qu'il y a des aspects techniques à mettre en œuvre, comme un bon mot de passe ou la double authentification dont on pourra reparler, mais c'est davantage plus un problème d'organisation. Et on avait fait un épisode avec Jean-Sylvain Chavannes il y a quelques années même, sur l'aspect cybersécurité, etc., de manière plus large. Et lui aussi en parlait. Il disait beaucoup, il ne faut pas réduire la cybersécurité à l'aspect purement technique. Il y a d'abord un problème d'organisation. Et là, on le ressent aussi, nous, dans les cas qu'on traite aujourd'hui. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle façon est-ce qu'on peut se faire pirater sur les réseaux sociaux? Alors, il y a un cas qui revient beaucoup, généralement, c'est le fameux phishing, ce qu'on appelle le hameçonnage. Le phishing, c'est quoi? C'est je reçois un message
Alors, quel que soit le support, hein, aujourd'hui, c'est pas forcément que par mail. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le phishing, c'est par mail. Non, c'est aussi par des messages privés. Oui, ou par texto. Par texto, exactement. Donc, tu reçois un message d'une personne qui se fait passer pour une autre. Donc, imaginons que tu reçois un message de ma part en disant Gwen, je suis bloqué à l'étranger, est-ce que tu peux m'envoyer mes accès à mes réseaux, clique ici, puis tu remplis le formulaire. Alors, ça paraît grossier comme ça, mais en fait, la plupart des attaques que nous on observe, c'est beaucoup des cas de phishing. J'en ai un qui me vient en tête, un cas qu'on a été amené à gérer en milieu d'année dernière. Une boîte qui nous dit j'ai perdu accès, je me suis clairement fait pirater parce que j'ai reçu un message de la personne qui m'a piraté sur WhatsApp en me disant si tu veux récupérer ton compte, tu dois m'envoyer 10 000 bitcoins. Donc avec une belle capture d'écran. Et donc je dis mais décrivez-moi ce qui s'est passé en fait, comment vous en êtes venu à vous rendre compte que c'était le cas. Donc la personne m'explique et puis je lui dis mais avant que tout ça arrive, est-ce que vous avez reçu un mail, c'était un compte Instagram, est-ce que vous avez reçu un mail d'Instagram qui vous disait qu'il y avait un problème d'accès, etc. Elle me dit, mais si, en fait, je crois savoir. J'ai reçu un mail sur ma boîte mail qui se faisait passer pour Instagram, avec même la même déclinaison graphique, les mêmes termes, etc., qui me disait que mon compte était compromis, qui me demandait de cliquer sur un bouton et de changer mon mot de passe. Qu'a fait la personne sous le coup du stress. Une fois encore, c'est pas que la personne elle a mal fait son boulot, c'est juste, ça lui a fait peur. C'est le but. Et donc, comme elle a eu peur, sans réfléchir, elle a cliqué sur le bouton et puis elle est allée remplir le formulaire. Et ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'en fait, l'adresse URL du formulaire, c'était pas du tout Instagram.com. Oui, en fait, c'est ça, oui. Donc c'est plutôt, on se fait passer pour quelqu'un d'autre, puis en plus, c'est sous le coup du stress, donc il y a de l'émotion, on fait pas attention, et puis là, on se fait avoir. Donc c'est un cas qu'on a beaucoup, c'est le phishing, clairement. Oui. Et je me souviens que Jean-Sylvain, à l'époque, je lui avais demandé, du coup, si on ne regarde pas effectivement précisément l'adresse mail, etc., et qu'on clique sur le lien pour faire ça, quelle est la bonne pratique ? Et je me souviens qu'il m'avait dit, en fait, on ne va jamais changer un mot de passe en cliquant sur un lien dans un mail ou un message ou peu importe. Il dit à chaque fois, il faut sortir, aller sur la plateforme, faire la modification de mot de passe sur la plateforme, sur ton application. Et voilà. Mais c'est vrai que ça coule pas de source pour beaucoup de personnes, en fait. Que quand bien même le mail viendrait vraiment d'Instagram, on prend pas le risque de faire ça, en fait. Oui. On sort du mail et on va dans l'application pour changer son mot de passe. D'ailleurs, la plupart des réseaux n'envoient jamais très peu de notifications pour dire que ton compte est compromis. Voilà. Et puis ça arrive, et effectivement, le réflexe, c'est de se dire ok, après j'ai un risque, je vais sur la plateforme, je change mon mot de passe. Donc c'est beaucoup de phishing. Et puis après, j'ai eu un cas aussi il y a quelques temps d'une boîte qui me dit en fait, on ne comprend pas, on n'a plus accès à nos pages. Et en fait, quand je leur demande de m'expliquer comment ils accédaient à leurs pages, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient créé toute une myriade de faux profils au nom de l'entreprise. Donc je crois qu'il y avait au moins 15 faux profils. Et donc, qui correspondaient à peu près à 15 personnes qui accédaient à ces faux profils, mais on ne savait pas qui avait accès à ces faux profils, donc on ne savait pas qui était derrière, qui avait le mot de passe. Et on n'a jamais su par quel faux profil les pirates sont passés. Mais a priori, il y en a un qui a dû avoir une vulnérabilité autre comme un mot de passe et qui a récupéré l'accès à la page et qui a du coup après ensuite retiré en admin tous les autres faux profils. Donc on ne sait même pas d'où c'est arrivé. C'est un des faux profils. Ouais. On ne pourra jamais dire lequel, parce qu'il y en a plein. Et même quand je dis au client, mais ce faux profil, il est utilisé par qui ? Le client me dit, j'en sais rien. Déjà, ça, c'est problématique. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de types d'attaques. Et parfois, il y a même des attaques un peu plus vicieuses, c'est-à-dire que il y a un cas de phishing où tu reçois, un faux message privé Facebook ou Instagram. Tu remplis ton formulaire pour donner ton mot de passe, puis il se passe rien. Voilà, rien. J'ai eu un autre cas pareil, rien. Dans l'immédiat, pas de problème, la personne se dit c'est bon. Et 3 mois plus tard, la personne se dit mais je suis plus admin de ma page. Et donc, il nous contacte et donc j'échange avec la personne. Elle me dit mais non, moi, je lui dis est-ce que vous avez rempli récemment un formulaire pour changer votre mot de passe ? Elle me dit mais non, je me souviens très bien. Ça m'aurait marqué ou je peux regarder mes mails. Non, j'ai rien du tout. Ouais, c'était il y a trop longtemps. C'était il y a tellement longtemps, en fait, que les pirates étaient déjà dans le profil de la personne.
Et ça a duré 3 à 4 mois. Et quand j'ai regardé l'historique de connexion de connexion au profil Facebook, c'était un profil Facebook qui était du coup admin de la page, et je leur dis, est-ce que vous êtes connecté de telle ville, alors beaucoup de villes en Asie du Sud-Est? Ils me disent, non, j'y suis jamais allé, parce qu'il aurait pu, hein. Et en fait, c'était des connexions qui remontaient, je crois qu'à ce moment-là, c'était des connexions de fin octobre, alors que la personne avait perdu sa page mi-janvier, quoi. Donc voilà, et les types d'attaques sont parfois aussi assez élaborés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, ce sont des toutes petites boîtes auxquelles je fais référence, et on ne voulait pas absolument les pirater. On cherchait juste celles qui étaient les plus vulnérables. Et je me souviens, Jean-Sylvain a utilisé une anecdote, une image, une analogie qui est assez intéressante pour comprendre cette philosophie-là, c'est imaginer qu'en fait, le pirate fasse le tour d'un quartier avec plein de maisons et qu'il essaye d'ouvrir juste les maisons qui sont ouvertes. Toutes les maisons qui ne sont jamais fermées à clé, il va les noter et puis il va revendre l'adresse de ces maisons en disant toutes ces maisons-là sont vulnérables. Si vous voulez avoir besoin d'accès à une maison, toutes celles-là, en tout cas, elles sont toujours ouvertes. Donc après derrière, ces adresses-là vont se vendre au marché noir, en fait. Oui. Donc voilà, il y a vraiment cette notion aussi un peu à casser dans l'esprit de beaucoup de personnes. C'est bien sûr qu'on ne vous en veut pas à vous. Bien sûr, vous n'avez rien à cacher. Bien sûr, vous êtes toute petite boîte. C'est pas vous qu'on vise. C'est les entreprises qui sont les plus vulnérables parce que c'est le plus facile derrière à attaquer. Ça marche. Et alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on s'est fait attaquer? Parce que tu disais que parfois, les entreprises ne savaient pas toujours ce qui se passait. Ouais. Alors, il y a plusieurs signaux qui permettent déjà de comprendre qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Déjà, c'est quand on commence à recevoir des emails envoyés par les réseaux sociaux. Pour le coup, les réseaux sociaux le font beaucoup. Des emails qui indiquent qu'il y a des connexions infructueuses sur son compte. Ça, pour le coup, oui, les réseaux envoient régulièrement des mails pour nous dire ça. Par contre, à aucun moment dans le mail, ils nous demandent de nous reconnecter. Juste, voilà, c'est des mails qu'on va recevoir comme ça, en disant il y a eu une tentative infructueuse pour se connecter à votre compte. Et souvent, ces mails-là, donc il va y en avoir plusieurs, étalés sur plusieurs jours, souvent on les reçoit la nuit. Pour une raison, c'est pas que les actes sont menés la nuit, c'est qu'ils sont menés sur d'autres fuseaux horaires que les nôtres, en journée sur d'autres fuseaux horaires, et donc nous, on va les recevoir la nuit. Donc déjà là, c'est un premier cas d'alerte. Tu reçois un mail à 3h du mat en disant il y a eu deux tentatives de connexion à ton profil LinkedIn, c'est qu'a priori, il y a quelque chose en lien avec ton profil. Il y a un deuxième cas concret, c'est tu essaies de te connecter, puis on te dit que le login et le mot de passe ne fonctionnent pas. Donc c'est qu'a priori, ils ont été changés, et si tu t'en souviens pas, voilà. Il y a un autre cas aussi qui est arrivé à un client il y a quelques années, c'est les plateformes publicitaires qui envoyaient un mail avec les dépenses de facturation, les dépenses de publicité pour des dépenses de campagne qui n'avaient pas du tout lancé. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça doit t'alerter parce qu'a priori, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas très conforme. Il y a un autre cas, et pareil, auquel vous pouvez être très vigilant, c'est quand vous recevez des mails, pour le coup des mails officiels, avec vraiment une signature officielle. Maintenant dans Gmail, même on peut savoir quand c'est l'expéditeur qui est vraiment l'expéditeur officiel, par exemple de LinkedIn ou Meta, qui vous envoie un mail pour vous informer de quelque chose, mais ce mail n'est pas dans votre langue d'origine, la langue sur laquelle vous avez configuré votre profil. Ça, on le voit de plus en plus. Si vous avez configuré votre profil en français et que vous recevez un mail en anglais, en espagnol, en turc ou autre, c'est qu'a priori, il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans votre profil et qui a potentiellement commencé à modifier certains aspects de votre profil. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est un très très bon signal. C'est une question que je pose souvent. Est-ce que vous avez déjà reçu des mails de Meta, quand c'est un profil Facebook qui s'est fait pirater, dans une autre langue que la vôtre? Voilà, ça permet aussi d'avoir des informations intéressantes. Et le dernier cas, c'est aussi quand on reçoit des mails des réseaux sociaux qui nous disent il y a eu une connexion depuis un nouveau lieu qu'on ne connaissait pas. Parce que les réseaux savent où est-ce qu'on se connecte régulièrement, et puis ça doit arriver aussi quand tu voyages. Des fois, tu reçois un mail de Meta qui te dit nouvelle connexion depuis tel pays. Alors quand c'est toi, tu sais qu'il n'y a pas de problème. Quand c'est pas toi, tu peux te poser des questions. Et ça aussi, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Donc généralement, il y a plein de petits cas, des signaux avant-coureurs comme ça, qui te permettent de dire ok, il y a un truc qui tourne pas rond. Ça ne veut pas encore dire que tu as tout perdu.
Ça veut dire que, par contre, t'es pas très loin, en tout cas, d'avoir des problèmes, donc il faut réagir assez rapidement. Oui, c'est peut-être le moment de changer de son mot de passe et de se déconnecter de toutes les connexions actives. Exactement. Et d'activer la double authentification, par exemple. Oui. Le truc que tu sais, tu recommandes à tout le monde de faire, et tout le monde te dit « Oh, c'est trop chiant, je le ferai plus tard ». Et ben, plus tard, parfois c'est trop tard. Et ça sert à quoi alors ? La double authentification, ouais. c'est une deuxième mesure qui va venir en plus du mot de passe, qui va permettre de certifier que c'est bien toi qui essaye de te connecter à ton compte avec ton mot de passe. Donc ça veut dire que si par exemple on arrive à voler mon mot de passe avec un phishing, ils pourront pas se connecter s'il y a la double authentification, parce qu'on va leur demander un autre code qui est envoyé souvent sur ton téléphone, soit par un SMS, soit par une appli mobile. Et en plus, ces codes envoyés sur le téléphone sont des codes à usage temporaire, et en général, quand on parle de temporaire, c'est 30 secondes. Ouais, ou 1 minute, j'allais dire max. Mais... Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, même si ton mot de passe il fuite, ce qui peut arriver, même quand tu es sensibilisé, enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, il faut quand même se le dire. En fait, la personne qui essaie de se connecter, il lui reste que maximum 30 secondes à 1 minute pour récupérer le mot de passe qui est envoyé sur ton téléphone. Donc, encore faut-il qu'il ait accès à ton téléphone. Oui. Donc, tu vois, tu rajoutes en fait une mesure de protection supplémentaire. Et ça, en fait, des fois, il suffit de pas grand-chose, quoi. Oui, la double authentification, c'est pénible pour beaucoup, mais ça t'apporte tellement de sécurité que, franchement, il n'y a même pas de question à se poser, en fait. Mais bon, voilà, chacun est libre de s'organiser comme il le souhaite. En tout cas, voilà, il y a des signaux, comme les mails dans d'autres langues, etc., ou pendant la nuit. Ça doit quand même t'aider à reconnaître, a priori, qu'il y a quelqu'un qui essaye d'accéder à tes comptes et à tes pages. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect organisationnel, en disant que Jean-Sylvain avait dit que c'était pas forcément toujours qu'une question de technique, et toi aussi t'en parlais. Mais du coup, qu'est-ce que ça révèle de l'organisation d'une entreprise, le fait qu'elle se fasse pirater ? En fait, honnêtement, ça révèle beaucoup de choses. Généralement, quand il y a un cas de piratage, une fois que la crise est passée, il faut aussi dire les choses aux personnes concernées. Souvent, ça va révéler déjà un problème de manque de moyens concernant la gestion de réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en fait, on va les confier aux personnes qui sont les plus disponibles, ou des personnes sans peu d'expérience, sans encadrement. Et du coup, bien sûr, ça va finalement révéler le fait que l'entreprise peut-être se sous-estime finalement l'importance de ces réseaux sociaux. Donc il y a un manque de moyens et de considération pour les réseaux. Ça révèle aussi parfois un gros manque d'organisation interne. Parce que quand clairement tu demandes à un client mais qui a accès à ces comptes-là, dans votre équipe, qui a accès à ces profils pour identifier potentiellement la source de l'attaque, et que le client te dit mais en fait j'en sais rien en fait. Juste les gens y accèdent et puis voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné il y a peu de choses qui sont structurées. Donc ça révèle aussi parfois un gros manque d'organisation. Ça révèle un énorme manque de sensibilisation interne sur le sujet de la sécurité informatique. Parce qu'en fait, je reviens sur un cas que j'ai eu avec un client où c'est le fameux client là où il y avait une connexion en octobre et puis ils ont perdu leur page début janvier. Et quand je leur dis envoyez-moi sur une application dédiée le mot de passe de votre profil Facebook pour que je puisse y accéder et faire le relevé. Il m'a envoyé le mot de passe et très rapidement j'ai compris déjà que le mot de passe c'était pas trop ça, limite 1, 2, 3, 4 c'était plus sécurisé. Et là je leur dis mais attendez, juste rassurez-moi, ça c'est un mot de passe temporaire que vous avez changé pour me l'envoyer, c'est pas déjà c'est pas le même que sur votre boîte mail et c'est juste un mauvais exemple. Et la personne m'a dit non, en fait c'est un peu compliqué pour nous les mots de passe, donc on met des trucs faciles à retenir pour les dirigeants et les dirigeantes. Et en plus, je mets le même sur tous les réseaux, parce que comme ça, au moins, ils savent que pour les réseaux sociaux, c'est le plus simple. Et donc là, ça révélait vraiment un manque de sensibilisation sur la sécurité informatique. Mais il y a un vrai sujet sur ça, parce que moi, j'ai l'impression quand même que c'est la majorité des entreprises qui sont concernées par cette façon de faire. Ouais. Parce que le doc Excel où il y a les mots de passe de toute l'entreprise pour absolument tout, où on laisse les salariés choisir leur mot de passe, donc ça veut dire que le jour où ils partent,
tu connais pas leur mot de passe, tu sais pas comment récupérer accès à leur boîte mail ou autre, enfin peu importe. C'est partout en fait. Oui, c'est partout. Ouais. Enfin, partout. C'est quand même de moins en moins le cas, mais on le voit encore beaucoup trop. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des sensibilisations sur le sujet. Mais ça nécessite une organisation et des moyens. Et du temps, parfois, pour mettre ça en œuvre. Et c'est jamais la priorité. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu as envie de mettre en place un gestionnaire de mots de passe, je sais pas moi, dans une entreprise où il y a 500 salariés. Il y a un gros taf de départ à faire. Oui, il y a un gros taf de départ à faire. Il y a un accompagnement des utilisateurs à la conduite du changement. Enfin, oui, bien sûr, il y a du travail, mais en même temps, on reparlera après des conséquences. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'est absolument désastreux. Donc, voilà, et ça révèle aussi donc, cet aspect manque de sensibilité à la sécurité informatique. Ça révèle aussi un autre truc, c'est que c'est un manque de temps sur le fait d'avoir bien configuré ces réseaux sociaux. Parce que souvent, en fait, on s'est lancé rapidement sur les réseaux, mais on n'a pas mis en place toutes les mesures proposées par les réseaux pour bien sécuriser les comptes. Tu vois, aujourd'hui, tu crées un compte sur Instagram, Instagram te demande presque d'activer la double authentification. Tu n'as presque plus le choix aujourd'hui. Oui. Ouais, voilà, donc parfois on va un peu trop vite, tu vois. On se lance sur un nouveau réseau sans se poser la question de bien tout configurer pour se dire, si un jour on a un problème, comment on récupère les infos? Tu vois, c'est pareil, il y a beaucoup d'exemples où j'ai des boîtes qui n'avaient pas configuré l'adresse de récupération du compte. Ils pensaient qu'en fait, l'adresse qui était écrite sur leur profil, ça correspondait à l'adresse de récupération, alors que c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pareil. Voilà, à un moment donné, il y a une problématique. Et ça révèle aussi un autre truc, c'est un manque de connaissances sur les évolutions techniques des réseaux. Parce que la plupart du temps, dans les cas d'attaque, il y a une faille que sous-estiment beaucoup de boîtes, notamment sur Meta, c'est la liaison Facebook-Instagram, entre la page Facebook et le compte Instagram. Ça, c'est un truc qui est assez nouveau. Ça fait à peu près 2 ans que Meta encourage toutes les boîtes à le faire, c'est-à-dire de lier la page Facebook avec le compte Instagram. Et il y a beaucoup de personnes en fait, qui n'ont pas vraiment suivi ce sujet-là et qui ne l'ont pas fait. Et quand c'est pas fait, il faut savoir que t'as beau écrire à Meta en disant je me suis fait pirater mon compte Instagram, souvent Meta te dit oui, mais en fait, comme ils n'étaient pas liés à une page Facebook, on peut rien faire. Oui, d'accord, okay. Tout comme le fait qu'il y a plein de boîtes qui n'ont pas trop suivi le sujet des business managers, dont on a déjà beaucoup parlé, et qui se rendent compte au bout d'un moment qu'en fait, ça aurait été plutôt pas mal de se pencher sur cette nouvelle fonctionnalité qui est proposée depuis des années sur Meta, parce qu'en fait, dans certains cas, ça aide à résoudre les problèmes. Donc voilà, ça révèle aussi parfois un manque de suivi des fonctionnalités technologiques des réseaux sociaux. Et clairement, j'incite toutes les boîtes au moins à suivre un peu comment leurs outils évoluent. Ouais. Et alors, du coup, tu nous disais qu'on allait parler des conséquences tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait déjà évoquer les risques, au-delà du fait que ce soit chiant? Ouais. Alors... sur les risques, le risque qu'on observe le plus quand même, c'est de tomber en fait dans un cas d'extorsion. C'est-à-dire, j'ai perdu l'accès à mon compte Instagram, ma page LinkedIn. Quelqu'un a récupéré l'accès et finalement me demande une rançon pour récupérer les accès. C'est ce qu'on appelle un cas d'extorsion. Et ça, c'est ce que j'observe le plus aujourd'hui dans les cas qu'on a été à traiter. C'est vraiment ce risque d'extorsion qui est quand même qui est réel. Bon, alors bien sûr, tous les spécialistes de la cybersécurité vous diront, et moi aussi, on ne paye jamais de rançon. Jamais. Il y a d'autres solutions possibles. Et parfois, la solution, c'est aussi de recommencer de zéro. On en parlera après. Mais on ne paye jamais de rançon. Parce que du coup, c'est un peu entretenir la machine, si tu veux. Donc ça, c'est le premier risque, c'est le risque d'extorsion. Il y a aussi un risque d'assimiler son image à des contenus illicites ou moralement douteux, parce qu'en fait, souvent, quand on va se faire pirater sa page ou son compte Instagram, parfois la motivation qu'il y a derrière, c'est pas forcément de nous demander une rançon, c'est plus d'avoir un compte propre pour diffuser de la publicité plutôt illicite. Le cas dont je parlais tout à l'heure, là, avec l'histoire de la connexion en octobre pour la page piratée en janvier, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait,
la motivation des attaquants, c'était de récupérer un compte propre, plutôt clean, donc c'était une page Facebook, pour pouvoir diffuser des réels pour de la lingerie, donc plutôt dénudé, ce qui est interdit par Meta, hein. Mais le temps que Meta nous tombe dessus, comme on est identifié comme compte propre, ça peut permettre d'avoir 2-3 semaines de temps devant soi pour faire de la publicité ou même des posts organiques tout simplement, pour vendre des contenus qui ne sont pas forcément autorisés par Meta. Donc il y a ce risque aussi d'être assimilé à des publicités ou des contenus auxquels, ça n'a aucun rapport avec nos secteurs d'activité, et deux, en plus d'associer son image à quelque chose qui n'est pas forcément une image avec laquelle on est très à l'aise. Donc et puis il y a un risque aussi de détournement de fonds réel, parce qu'on a beaucoup aussi d'attaques qui visent à accéder à des comptes publicitaires où il y a une carte bancaire renseignée pour diffuser de la publicité malveillante pour des produits de dropshipping qui viennent des pays d'Asie ou pour valoriser aussi des sujets publicitaires qui sont interdits aussi par Meta, comme le Bitcoin, les casinos, etc. Donc il y a aussi ce sujet-là derrière, au-delà de l'image, il y a le détournement de fonds qui est assez concret, hein, et qu'on observe un peu moins que l'extorsion dont je parlais tout à l'heure avec la rançon, mais qui est aussi une réalité. Ok. Tu as d'autres risques ? Il y en a plein d'autres, mais bon, c'est déjà bien. Et voilà, je pense que ça sert à rien de trop s'étendre là-dessus, c'est déjà suffisant. Ça marche. Et du coup, dis-nous maintenant quelles sont les conséquences pour nous qui travaillons donc dans le social media de se faire pirater. Alors, honnêtement, il y a 3 grandes conséquences. La première, c'est de ne plus rien avoir de ne plus pouvoir gérer sa page pendant des semaines. Parce que parfois, le temps de résoudre le problème, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça se résout pas en une journée. Donc, ça veut dire que des fois, pendant des semaines, il ne se passe plus rien sur ton compte. Compte qui parfois est encore en ligne. Il n'a pas totalement disparu. Donc, il faut quand même imaginer pour une entreprise ce que ça pourrait représenter, l'arrêt total d'une page Facebook, d'un compte Instagram, d'une page LinkedIn, surtout quand on voit aujourd'hui la proportion de chiffre d'affaires qui est générée grâce aux réseaux sociaux. Donc, juste imaginez ce qu'il se passerait si pendant 15 jours, on n'a plus accès à son compte Instagram. Dans certains cas, les conséquences sont minimes, notamment pour des boîtes qui utilisent principalement ce réseau-là pour de l'image, mais dans d'autres, qui sont plutôt des entreprises qui s'appuient énormément sur ce réseau pour faire des ventes en ligne, là c'est dramatique. Imaginons quelqu'un qui vend des glaces à la période de Noël et qui se fait pirater son compte Instagram le 2 décembre. C'est complètement dramatique. Oui. Donc il y a la perte d'accès pendant des semaines. La deuxième conséquence, c'est la perte totale. C'est-à-dire que le premier cas dont je parlais avant, c'est quelques semaines où on arrive à récupérer l'accès. Il peut y avoir un deuxième cas où en fait on n'y arrive pas du tout. Et on perd tout. C'est-à-dire parfois on perd des comptes sur lesquels on a mis de l'énergie à développer, parfois sur lesquels on a mis en place des campagnes publicitaires pour recruter des abonnés, pour le faire connaître, etc., pendant des années. Donc on a aussi dépensé du temps et de l'argent pour le développer, ces comptes, pour finalement les perdre et recommencer tout à zéro du jour au lendemain. C'est arrivé à un client qui avait développé un super compte Instagram, quasiment 6000 abonnés sur un territoire régional. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. C'était un compte d'ailleurs qui était bien animé, avec des jolis contenus, des partenariats avec des influenceurs, etc. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu, on est reparti de zéro. Et ça, pour la motivation, c'est pas toujours simple. Et puis du coup, ça veut dire que tout l'investissement qui avait été fait les années précédentes, en fait, c'est un investissement qui est nul et voilà, qui est une dépense finalement sur laquelle on ne pourra pas capitaliser. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, sachant que quand tu as ton compte comme ça où tu perds l'accès total, tu vas en recréer un autre, tu vas repartir de zéro sur un autre. Mais parfois, le compte qui a été piraté, lui, il est toujours en ligne. Alors, il est peut-être plus animé, parce qu'il a été bloqué par Meta, mais parfois, il est toujours en ligne. Oui. Donc, imagine un peu ce qui doit se passer quand tu dois recréer un compte from scratch et en même temps essayer d'expliquer la différence avec l'autre compte, qui était l'ancien compte officiel. Oui. En termes de campagne de com, c'est gérable. Mais du coup, c'est des moyens assez importants. C'est-à-dire qu'on repart de zéro, mais en plus, il faut avoir une campagne de com spécifique pour expliquer quelle est la différence avec l'ancien compte. Donc ça, c'est quand même assez ennuyant. Et puis, la troisième conséquence, c'est que si ta page a été piratée, que
il y a des contenus illicites qui ont été diffusés sur la page, et que du coup on se rend compte que finalement tu es une entreprise qui n'est pas hyper sensibilisée à la question de la cybersécurité, tu peux aussi perdre la confiance des gens qui te suivent. Et donc il y a une conséquence quand même qui peut être dangereuse, c'est pour l'image de marque en elle-même. Que la marque, on considère que finalement elle n'est pas très clean sur le sujet, elle l'a pris un peu par-dessus la jambe, et donc du coup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça peut presque révéler un problème beaucoup plus large. Et donc, si tu fais de la vente en ligne, là aussi, c'est pareil. La question peut se poser sur les données personnelles des utilisateurs, etc. Donc, voilà, il y a des conséquences quand même qui ne sont pas négligeables à court, moyen, long terme. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils, même si, bon, t'en as un peu distillé à droite à gauche pendant l'épisode, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entreprises sur le sujet ? Alors, pour déjà, sur un axe prévention, éviter que ça arrive. Il y a plusieurs choses. La question du mot de passe, je ne vais pas vous le rabâcher, mais mot de passe unique, 12 caractères alphanumériques, etc. Enfin, moi, je vous renvoie à la documentation de l'ANSSI, c'est hyper important. Activer la double authentification, bien configurer ses adresses mail de récupération, et notamment sur Meta, s'assurer que la page Facebook est liée à votre compte Instagram, et sur Meta, LinkedIn, TikTok, etc., avoir un business manager. Voilà, il y a d'autres choses, mais déjà, ça, c'est les actions les plus simples à mettre en œuvre qui ne nécessitent pas d'action du reste de l'équipe. Et la reco, si jamais ça vous arrive, parce que ça peut vous arriver, ça arrive à tout le monde, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 réflexes que je vous conseille d'avoir. C'est 1, de documenter la crise. En fait, de documenter quand est-ce que c'est arrivé, à quelle heure, par quels moyens, quels sont les messages que vous avez reçus, et qu'est-ce que vous faites pour essayer de résoudre le problème, pour comprendre aussi comment ça fonctionne, et surtout si vous avez besoin de contacter les supports, les assistances techniques des réseaux sociaux, de pouvoir leur expliquer clairement ce qui s'est passé. Oui, chaque information est importante. Hyper importante. Donc de documenter la crise, et de manière générale, une fois que c'est terminé, une fois que vous avez classifié l'affaire, de faire un retour d'expérience public. C'est pas facile de documenter effectivement ce qui s'est passé, mais moi je pense que c'est en partageant ce qui s'est passé, en comprenant ce que d'autres ont vécu, qu'on s'améliore aussi pour sécuriser ses propres réseaux sociaux. Oui. Moi j'incite vraiment les gens à ne pas avoir honte de s'être fait pirater, parce que même quand on est plutôt bien éduqué sur le sujet, ça peut clairement arriver. On n'est pas bien réveillé, un peu fatigué, on fait pas gaffe, on clique sur le mauvais bouton. Ça arrive. Et juste, ce qui est important, c'est qu'on puisse en parler, pour pas que ça soit un non-sujet, parce qu'en fait, c'est un réel sujet. Aujourd'hui, j'écoute pas assez de retours d'expérience. J'en lis de plus en plus sur LinkedIn, mais j'en écoute pas et j'en vois pas encore assez. Ça marche. Du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode ? Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode ? Ça concerne tout le monde, quel que soit le type d'entreprise. Encore plus quand il y a du turnover, quand il y a beaucoup de monde qui gère les réseaux sociaux, parce que c'est davantage un problème organisationnel que technique. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça nous arrive pour mettre en place des actions préventives, parce que si on attend de le faire, c'est que généralement c'est trop tard. J'ai un client qui m'a encore dit si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Sauf que plus tôt, c'est devenu trop tard. Et le troisième point, c'est de bien avoir à l'esprit qu'en fait, très souvent, on ne vous en veut pas à vous directement, on cherche juste les entreprises qui sont les plus malveillantes et du vulnérables. Pardon, merci. Petit lapsus. Petit lapsus, mais voilà, c'est vraiment on cherche les entreprises les plus vulnérables. Donc c'est pas vous qui êtes ciblé, même si parfois ça arrive, mais dans la majorité des cas, si je dois extrapoler, je dirais 90% des cas, c'est juste on cherche les maisons qui sont les plus fréquemment ouvertes. C'est tout. Très bien. Merci pour toutes ces explications. Je pense que c'est clair et que ça complète bien l'épisode qu'on avait fait avec Jean-Sylvain, qui avait un autre angle du coup il y a quelques années. Ouais. On le mettra dans les liens utiles si vous voulez croiser les infos des deux. Et puis maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Oui, exactement. À vous de jouer. Oui, tout à fait. Et n'attendez pas. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci Gwen. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord,
Vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à suivre notre agence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.